Vous êtes sur CML13 Télévision et c'est bien votre émission, c'est ici qu'on en parle. Nous serons donc là avec vous samedi pour vous parler de tous les sujets de société édifiants. Dans le but de limiter les effets du changement climatique à Kinshasa, nous allons donc savoir comment le réseau Ecolotrip s'investit pour pallier à cette situation. Et c'est bien Lucien Moussingo, coordonnateur chargé des questions techniques, stratégiques et médias, accompagné de Ben Jonathan, qui seront le nôtre aujourd'hui samedi pour nous parler de ce système de réseautage. Bonjour Lucien Moussingo et bienvenue. Bonjour Madame Sarah, merci. Bonjour Ben Jonathan et bienvenue à Bonjour. CML13 Télévision. C'est ici qu'on en parle. Bonjour, merci. Alors, je vais commencer avec vous, Monsieur Ben Jonathan. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous définir l'écolotrip? C'est quoi l'écolotrip? Parce qu'il y a bon nombre de personnes qui ignorent ce système de réseautage. Très bien. Alors, Ecolotrip, c'est un réseau de jeunes francophones, entrepreneurs verts et des passionnés pour la protection de l'environnement, notamment dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Et donc, c'est un réseau qui rassemble les jeunes issus du monde francophone pour partager ensemble des expériences et lutter contre les changements climatiques dans ce sens. Et pourquoi entrepreneur vert? C'est quoi un entrepreneur vert ou c'est qui un entrepreneur vert? Très bien. Alors, un entrepreneur vert, c'est un entrepreneur qui promeut, en fait, qui fait la promotion de l'entrepreneuriat vert. Donc, il met en place une entreprise qui lutte contre qui lutte contre le changement climatique, par exemple. Donc, une entreprise qui vise la protection de l'environnement. Dans les produits de l'entreprise, par exemple, on fabrique ou on produit des produits qui sont en fait qui n'auraient pas des dommages dans l'environnement. Ok, et parlez-nous un peu de la problématique de la crise climatique mondiale, précisément à Kinshasa, les causes, les conséquences et autres. Très bien. Alors, la crise climatique, d'abord au niveau international, c'est un défi de l'heure. Donc, toute l'humanité est confrontée à cette problématique. Maintenant, en ce qui concerne la ville de Kinshasa, eh bien, nous sommes frappés, quand bien même que nous ne sommes pas responsables des émissions de gaz à effet de serre qui sont eux-mêmes cause de ce changement climatique. Alors, nous sommes une région très vulnérable aux effets des changements climatiques. Mais ce qui causerait ça, au niveau déjà de Kinshasa ici, c'est d'abord l'insalubrité. Vous voyez, donc nous voyons des déchets partout dans la ville. Et donc ces déchets, dans leur décomposition au fur et à mesure qu'ils sont dans l'environnement, émettent ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Vous voyez? Alors quand ils émettent des gaz à effet de serre, eh bien nous avons à la longue par conséquence le changement climatique. Donc quels sont les effets? Nous avons des maladies cardiovasculaires par exemple. Alors, ce sont là, c'est l'une des conséquences du changement climatique ici. Il y a aussi des pertes et dommages. Nous avons des érosions. Oui. Ouais, nous avons également à part des érosions, nous avons des inondations. Ouais, ce sont là des conséquences dues au changement climatique ici à Kinshasa. Alors moi j'aimerais revenir avec Lucien Moussingo. J'aimerais savoir ici à Kinshasa, qu'est-ce qui cause l'accélération du changement climatique? Merci beaucoup Madame Sarah. Comme le cordon venait de le signifier, ici à Kinshasa, en environnement, c'est que nous devons reconnaître, il y a ce qu'on appelle le principe de l'interdépendance, tout est lié à tout. En fait, la RDC fait partie des pays très vulnérables par rapport à cela, puisque si nous devons faire une étude comparative par rapport à cette réalité, la RDC ne pollue pratiquement pas. Donc la RDC est victime des conséquences produites par des grands poumons pollueurs, à l'instar des États-Unis, la Chine, etc. Donc au niveau de la RDC, les conséquences sont visibles. Par exemple, on peut parler des pluies diluviennes, il y a des érosions et d'autres
la concentration de la population aussi organise cela. Parce que quand on doit faire une étude systématique par rapport au réchauffement climatique, il y a aussi l'aspect socio-économique. La concentration de la population, la ville de Kinshasa est surpeuplée actuellement, et cette concentration aussi occasionne cela. Mais j'aimerais aussi aborder l'aspect technique, parce que mon frère venait de signifier l'aspect socio-politique. Mais si on doit faire un tour d'horizon, le climat d'abord, ce terme climat vient du grec ancien, climat, qui veut dire l'inclinaison de la Terre vers le pôle. Donc d'une manière classique, le climat, on peut le définir comme désigne l'ensemble des phénomènes météorologiques qui s'étendent dans une région donnée, voire dans des planètes. Mais ces variations-là sont sujettes à la disposition des latitudes, mais aussi la disposition de certains continents. Si nous rentrons à l'origine, à la base, le monde était un seul continent qu'on appelait Gondwana. Mais au fur et à mesure, avec le phénomène qu'on appelle dérive continentale, il y a eu cette séparation. Et si on doit tenir compte de la variation de la température, nous avons les macroclimats, c'est-à-dire les climats qui s'étendent sur une très vaste région. Nous avons les microclimats, c'est-à-dire les climats locaux à une région également. Et nous avons les microclimats. Bon, par rapport à la problématique actuelle, il y a une étude qui a été menée par les GIEC, les groupes d'experts intergouvernementaux, qui explique comment la température a augmenté depuis 1995 jusqu'à nos jours. La température en elle-même n'est pas mauvaise, mais le problème intervient lorsque la température devient excessive. On ne peut pas parler du réchauffement climatique sans ignorer la grande question concernant la couche d'ozone, avec sa constitution chimique triatomique O3. La chaleur, lorsqu'elle devient excessive, elle altère le bon fonctionnement de la couche d'ozone qui devient trouée, elle qui servait de filtre pour nous protéger contre les rayons X ultraviolets. Alors, tout cela est lié aux activités anthropogéniques. Maintenant, au niveau de la RDC, on n'a pas encore une politique suffisante pour pallier à cela, parce que, comme je l'ai dit dans mes liminaires, on ne fait pas partie des grands poumons. Alors, comme le frère venait de le signifier, en tant que groupe de jeunes consciencieux de la cause climatique, voilà pourquoi nous sommes là, pour apporter notre contribution. Alors, moi, j'aimerais savoir comment vous faites pour convaincre la population sur les questions liées au changement climatique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a bon nombre de personnes qui ignorent cet aspect. Surtout qu'il y a certaines qui n'ont pas la notion de la géographie. Je ne sais pas si on peut situer ça dans la notion de la géographie. Exactement. J'aimerais commencer par la notion de la géographie d'abord, parce que la couche d'ozone se trouve dans l'atmosphère. Quand on parle de l'atmosphère, nous avons la haute atmosphère et la basse atmosphère. La basse atmosphère est composée par la couche de la stratosphère, il y a la couche d'ozone, il y a la troposphère, il y a la mésosphère, il y a la thermosphère, il y a l'exosphère et l'ionosphère. Et par rapport à cela, la tropopause, c'est une zone qui sert de transition entre la troposphère et la stratosphère. Il y a la stratopause, il y a la mésopause, il y a la tropopause. Tout cela, ce sont des constituants de l'atmosphère. Cependant, dans l'atmosphère, nous avons aussi des éléments chimiques qui constituent l'atmosphère. Nous avons par exemple le diazote qui se lève à 78%. Nous avons le dioxygène qui se lève à 21%. Nous avons les dioxydes de carbone, les principaux gaz quand on doit parler du réchauffement climatique, qui se trouvent à 0,038%. Et puis nous avons l'argon. Maintenant, le problème est que lorsqu'il y a carence de ces éléments, ou une surconcentration, ou soit on retrouve d'autres éléments qui ne sont pas à l'origine mais se retrouvent dans l'atmosphère, on parle de la pollution atmosphérique. Malgré cet aspect technique, au niveau de la population, on ne peut pas venir avec ce discours savant. On doit diminuer la matière à leur niveau. C'est pour cela on préfère passer par des sensibilisations. Et comment vous faites vos sensibilisations? Justement, nous avons des activités. Nous organisons des activités de proximité avec la population, surtout en sélectionnant, bien entendu, les zones périurbaines pour parler de cette cause. Et moi, j'irai même loin pour parler aussi de la sociologie de notre pays, parce que nous sommes dans un pays où la population communie avec la musique. Pourquoi ne pas intéresser aussi les artistes?
faire des campagnes de sensibilisation et intéresser l'art dramatique, composer parfois des chansons qui favoriseraient le captage de notre message. Ok. Et quelles sont vos réalisations à Kinshasa déjà? À Kinshasa, on a des marches éco. Je pense que le cordon va en parler en profondeur. Éco-jogging. Okay. Quelles sont vos réalisations, si vous pouvez bien parler de ça? Alors très bien, merci Madame Sarah. Alors, en ce qui concerne les réalisations, l'écolo-trip déjà ici à Kinshasa, nous avons commencé d'abord premièrement avec l'éco-jogging. Je rappelle que l'écolo-trip a été implanté ici très récemment, c'est au mois de mars, avec la nomination de M. Jonathan Sambia Yaya comme étant le point focal ici au niveau de la RDC. Alors nous avons entamé ces activités. Nous n'avons pas tenu assez d'activités réalisées, assez d'activités vu le temps, mais nous avons quand même fait quelque chose. Nous avons commencé par l'éco-jogging. Nous avons aussi tenu des journées de réflexion avec les étudiants pour essayer de réfléchir sur divers thèmes, notamment la pollution plastique. Donc, comment lutter contre la pollution plastique? Est-ce que les étudiants viennent quand même dans les événements que vous organisez? Parce que c'est un aspect que beaucoup de gens ignorent, négligent aussi. Ils se disent que c'est ennuyant. Est-ce vous arrivez quand même à convaincre ces étudiants? Bien sûr que si, bien sûr. C'est pas facile, j'avoue, mais on essaie quand même on parvient quand même à convaincre les étudiants. Et comment vous le faites? Très bien. Alors, nous les faisons en commençant d'abord par sensibiliser au niveau de nos sites universitaires. Nous descendons jusque dans des promotions, de différentes promotions, et toutes les facultés confondues, on les intéresse à venir prendre part. Ceux qui sont conscients de cette problématique se sentent concernés de pouvoir apprendre un peu plus sur le sujet. Alors c'est comme ça qu'on arrive quand même à accueillir un grand nombre d'étudiants pour leur parler de cette problématique. Ok, et c'est quoi votre aspiration en matière de l'environnement? Quelle est votre aspiration en matière de l'environnement? Très bien, alors en ce qui concerne notre aspiration, nous aspirons à un développement durable en passant par cet axe-là, parce que le développement durable a 3 axes. Nous avons l'axe écologique, économique et social. Maintenant, chacun dans son domaine essaie un peu d'apporter sa pierre pour parvenir à ce genre de développement. Mais nous, en tant qu'environnementalistes, nous axons sur l'aspect écologique. Donc, le développement que nous voulons doit être un développement respectueux de l'environnement. C'est pour ça que nous faisons tout ce que nous faisons là, et sachant bien la gravité de cette problématique de changement climatique au niveau mondial, nous avons un sentiment d'urgence. Donc nous devons agir. Je profite de l'occasion pour lancer également un appel à volontariat, à bénévolat, à tous ceux qui se sentiraient intéressés de pouvoir se joindre à nous dans cette lutte, qu'ils puissent venir. Nous allons les accueillir vraiment très chaleureusement. Et puis la jeunesse congolaise, j'aimerais leur dire que on ne peut pas se lancer dans une lutte dont on ignore les tenants et les aboutissants. Donc il faut vraiment que nous puissions nous former, nous informer sur ce genre de lutte, parce que très récemment j'ai eu l'honneur de représenter également justement Écolo-Trip à une activité de restitution de la Week Eco, parce que la Week Eco c'est l'activité principale annuelle d'Écolo-Trip. Elle a eu lieu à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire le mois dernier. Alors il y a eu une fille seulement qui a représenté la RDC au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors elle a décidé de restituer en fait l'activité ici au niveau de Kinshasa. Je la salue en passant, c'est Madame Bonita. Alors là, il a été question de se repositionner. La jeunesse congolaise doit se repositionner dans son engagement en ce qui concerne la prise de décisions au niveau mondial de questions relatives
à la protection de l'environnement et au changement climatique. Parce que si nous ne nous positionnons pas, on ne montre pas qu'on est vraiment engagé, eh bien, on ne peut pas participer à des rendez-vous, des grands rendez-vous internationaux. Parce que la problématique du changement climatique, c'est une problématique qui concerne tant indirectement que directement la jeunesse congolaise. Et puis, la RDC aussi aujourd'hui est considérée comme le pays solution. Pour le pays solution, là, c'est nous, la jeunesse, qui devons promouvoir nos ressources naturelles, notamment la forêt du bassin du Congo. Nous devons promouvoir ça. Donc, la RDC a des solutions basées sur la nature, vous voyez, pour lutter contre le changement climatique au niveau mondial. Alors, nous, la jeunesse congolaise, nous devons hausser le ton. Pour faire entendre nos voix, il faudrait qu'on s'informe d'abord, qu'on se forme aussi. On se forme, s'informer et se former sur la question pour pouvoir avoir des arguments convaincants au niveau des négociations dans les rendez-vous. Mais apparemment, c'est une question qui concerne que les jeunes. Est-ce que vous avez des aînés qui vous aident aussi ou qui vous soutiennent? Oui, bon, en parlant des aînés, ce sont aussi des jeunes. Donc des jeunes beaucoup plus âgés que nous. Parce que les vieux, je ne pense pas qu'il y ait bon, pas des vieux, mais des vieillards. On ne peut pas intéresser des vieillards, mais il y a des jeunes beaucoup plus âgés que nous qui essayent de nous accompagner. Il y a des jeunes, notamment je peux citer M. Bertin Bouya. Oui. C'est vraiment un activiste au niveau de la ville de Kinshasa ici, qui est vraiment passionné de la question liée à la protection de l'environnement. On essaie de lutter avec ces genres de personnes qui sont beaucoup plus intéressés à nous accompagner. Ok, merci beaucoup Ben Jonathan. Je veux revenir avec Lucien pour parler de ce changement climatique. Au fait, moi, ça me trouble. J'aimerais savoir, en Belgique par exemple, il s'est fait que lorsqu'il est 19h, il y a autant de lumière. C'est comme si c'était encore midi. Mais qu'est-ce qui fait ce changement climatique et pourquoi ça ne peut pas être le cas ici à Kinshasa? Merci beaucoup. Ce que vous venez d'évoquer, c'est simplement lié au fuseau horaire. Okay. C'est un problème purement lié au fuseau horaire. Mais nous sommes en train de vivre dans un écosystème. Nous sommes en train de vivre. Le monde, c'est comme un village, en fait. Lorsqu'on produit une action au pôle Nord, les conséquences peuvent être... On peut subir des répercussions de ces actes-là au pôle Sud. Donc, comme on le disait, les conséquences sont liées à l'inconscience environnementale. Voilà pourquoi il est impérieux de faire de l'environnement, de ces questions, une priorité nationale, voire internationale. Parce que nous devons sauver la planète. Actuellement, je peux même vous scandaliser. Il y a une augmentation, il y a hausse plutôt du niveau de la mer à l'échelle de 2 cm chaque année. Pourquoi? Parce que il y a la fonte glaciaire. Quand on étudiait, on nous disait que la banquise était les glaces éternelles qui ne pouvaient jamais se fondre. Mais actuellement, au travers les activités industrielles qui génèrent les dioxydes de carbone, les CH4 gaz méthane, il y a peut-être dans le pôle Nord ce qu'on appelle l'altération mécanique au travers la cryoclastie, le phénomène des gels et les dégels. Lorsqu'il y a cette température qui augmente de façon excessive, il y a l'augmentation du niveau de la mer et ce qui cause des inondations. Et comme nous sommes dans un village, les conséquences peuvent être démises jusqu'ici. Donc c'est à nous, comme je dis, de mener une bataille. Mais aussi la responsabilité revient à la République démocratique du Congo. Comme il venait de soulever un aspect politique, j'ai dit on ne peut pas parler de l'environnement, on ne peut pas parler du développement durable sans évoquer le droit, l'éthique, mais aussi la politique. Pourquoi? Parce que la RDC n'a pas une très bonne politique environnementale. Il venait tantôt de le signifier ici que nous sommes un pays solution. En quoi sommes-nous un pays solution? Aujourd'hui, l'avenir de l'humanité se dessine aussi par rapport aux enjeux de la RDC, puisque nous sommes 2e poumon mondial en termes de la biodiversité. 2e forêt après Amazon. Nous avons la forêt équatoriale, nous avons le réservoir de Luki
réserve des biosphères qui permet de faire la synthèse des macromolécules. Ce n'est pas de la blague, mais la RDC n'a pas une politique, un lobbying pressant justement pour réclamer ce droit. Je peux également vous scandaliser. Actuellement, il y a une question internationale par rapport au transfert de l'eau du fleuve Congo vers le lac Tchad qui est en pleine sécheresse. Mais dans des tables de négociations, les Congolais on pèse pas. Est-ce que vous vous battez pour ça? Justement, nous devons être accompagnés. Nous faisons ce que nous pouvons. C'est à nous, c'est au gouvernement aussi de prendre ses responsabilités pour accompagner ces genres d'activités. Lorsque, par exemple, il y a des assises, des voyages, on amène des neveux, des oncles qui ne maîtrisent pas ces questions. Comment voulez-vous que nous ayons une représentativité effective par rapport à ces questions? Et lorsque vous le faites, il y a des suivis aussi? Lorsque vous vous battez pour ça, vous luttez pour ça, est-ce qu'il y a des suivis ou vous êtes négligé? Oui, à notre niveau, on est soutenu, mais pas à un pourcentage estimable. Voilà pourquoi nous disons que c'est un combat, c'est une lutte, et nous espérons avoir gain de cause. Et vous avez déjà réalisé quoi à Kinshasa? À Kinshasa, il venait de parler des jogging et d'autres, parce que la structure est beaucoup plus focus par rapport aux activités comme Wikoko. C'est un espace qui concerne tous les pays francophones. Nous partageons des expériences, mais à Kinshasa, on n'a pas encore 5 ans, je pense. Donc, non, même pas une année. Même pas une année. Donc voilà, nous sommes en train d'aller à pas des tortues. Ok, alors on va demander déjà à la régie de nous apprêter cette vidéo que le point focal Écolotrip Jonathan Sambia a fait, et nous allons visualiser cette vidéo et revenir pour le deuxième volet de cette émission. Voilà, j'étais en train de... Écolotrip est un réseau africain francophone présent dans de nombreux pays africains francophones qui sensibilise davantage les jeunes sur le changement climatique, le développement durable et sans oublier la perte de la biodiversité. Nous voulons que les jeunes africains francophones puissent s'impliquer activement aux questions liées au climat. Évidemment, nous représentons le réseau Écolotrip en République démocratique du Congo. Vous savez, c'est un nouveau chapitre qui est nouvellement créé. En moins de 6 mois, nous avons réalisé de superbes choses, entre autres une activité de sensibilisation de la population quinoise de la commune de Kalamou qui avait permis de collecter des bouteilles en plastique dans le but de lutter contre les effets du changement climatique en prenant soin de la nature et de nous-mêmes en même temps. Cette activité était surnommée Eco-Jogging. Aussi, nous avons réalisé une campagne virtuelle contre le trafic illégal du pangolin et le braconnage soutenu par certaines autorités congolaises. Nous comptons réaliser encore de belles choses dans l'avenir en promouvant l'entrepreneuriat afin de lutter contre la pauvreté au milieu des jeunes, et aussi nous comptons soutenir les jeunes congolais qui sont impliqués activement à participer dans des événements internationaux pour représenter la République démocratique du Congo. Et nous comptons encore avoir aussi des actions de sensibilisation à travers toute la République démocratique du Congo. Merci. Écolotrip est un réseau africain francophone présent dans de nombreux pays africains francophones qui sensibilise davantage les jeunes sur le changement climatique, le développement durable et sans oublier la perte de la biodiversité. Voilà, merci beaucoup. Alors, il a soulevé un point très important concernant la récolte des bouteilles en plastique. Comment ça se fait? Voilà, par rapport à ça, la récolte des bouteilles en plastique, nous descendons sur terrain parce que la matière plastique fait partie des matières polluantes qui est en train de détériorer, de dégrader notre environnement, ici particulièrement à Kinshasa. Vous allez voir, c'est aussi celle qui est à la base de beaucoup d'inondations. Vous allez voir peut-être sur la rivière Kalamou, il y a une concentration exagérée des matières plastiques. Mais seulement en environnement, nous devons aussi retenir, il y a le principe de 5 R. Récupérer, réutiliser, recycler, réduire. Donc, lorsque nous sommes en train de récolter cela, c'est pour procéder peut-être au recyclage ou à la réutilisation. Mais la matière plastique étant nombreuse,
Je pense que cette lutte-là est à géométrie variable, en ce sens que l'autorité compétente aussi doit s'imprégner de cette réalité dans la mesure où on devrait exiger peut-être des emballages non biodégradables. Comme c'est le cas maintenant avec des sachets. Oui, Emballages, on doit créer des sachets biodégradables oui. plutôt. On doit créer des sachets biodégradables. À défaut de réaliser cela, l'État doit imposer des externalités, c'est-à-dire le principe des pollueurs-payeurs, ou imposer des taxes. Lorsque vous savez que vous êtes dépositaire de matières plastiques, vous devez payer des taxes pour permettre, on appelle ça taxes liées au recyclage. Est-ce que vous êtes sûr que ça marchera? Mais madame, nous devons être accompagnés. Nous sommes là pour apporter notre contribution parce que le pays nous concerne. Il a parlé du développement durable qui se veut notre capacité à vivre sans compromettre les générations futures à se réaliser également. Parce que si nous ne faisons pas quelque chose, nous sommes en train de compromettre aussi la survie et il n'y aura plus rien après nous. Donc voilà pourquoi nous apportons notre expertise par rapport à cette matière. Donc c'est une façon de nous dire, nous, la population, de ne plus utiliser des bouteilles en plastique, c'est ça? Justement. Et on va boire de l'eau comment? Nous sommes en Et train ceux de... qui vendent, par exemple, vous ne pensez Ouais. pas que ils seront aussi en difficulté? Voilà pourquoi dès le départ, je parlais de l'interdépendance et tout est lié à tout. Nous sommes dans un système. C'est une pression en quelque sorte que nous sommes en train de faire aux autorités compétentes. Comment ces matières-là entrent dans ces pays? Comment ces personnes-là fabriquent ces matières alors qu'on sait tous que ces matières-là sont polluantes? Mais il y a la corruption. Voilà pourquoi on ne peut pas bâtir une société durable sans la loi. La loi doit nous accompagner. Il doit y avoir des lois qui répriment des actes criminels contre l'environnement. Donc nous sommes à notre niveau, nous sommes en train de mettre une pression à l'État. Nous sommes en train d'éveiller la conscience de la population. Et à l'origine, au jour à venir même, j'aimerais même voir des jeunes faire des marches. Des marches, nous sommes en train de faire des marches pour revendiquer peut-être l'arrêt de certaines sociétés qui fabriquent des sachets ou des matières plastiques. Donc c'est une pression à notre niveau intellectuel que nous sommes en train de mettre sur le gouvernement. Et vous engagez des personnes pour récolter ces bouteilles ou vous le faites vous-même? Vous avez un système, un groupe à vous pour le faire? C'est du Parce bénévolat. Que je ne sais pas si c'est entre vous jeunes, il y a des frimeurs. Qui Justement. va se porter garant d'aller ramasser des bouteilles en plastique? Ou vous Exactement. engagez par exemple des personnes qu'on appelle les enfants vivant dans la rue? Vous leur payez quelque chose pour le faire ou c'est entre vous? Oui, parce que nous sommes une jeunesse consciencieuse. On travaille avec le bénévolat et Ouais. on passe par des sensibilisations. Récemment, on avait une conférence à l'Université pédagogique nationale où nous sommes étudiants pour parler de la pollution plastique. Il y avait aussi une très forte mobilisation. Et à chaque fois que nous sommes en train d'échanger par rapport à ces questions, on est en train de réveiller cette conscience écologique. Lorsque la conscience est là, on se sent obligé de faire quelque chose. Un philosophe du nom d'Immanuel Kant parle de l'obligation morale. Donc nous avons cette obligation morale-là d'agir pour sauver notre environnement. Ce bénévolat ne vous met pas en difficulté? Comment vous gagnez? Bon, il y a certains organismes qui ont la volonté de nous soutenir, mais nous savons que c'est notre pays. Il y a toujours des manœuvres dilatoires, il y a toujours un long chemin à suivre pour atteindre peut-être les autorités. Vous pouvez aller déposer des mémorandums, mais on va vous rappeler dans combien de temps. Donc on essaye de faire avec les moyens des bords. Est-ce que vous avez aussi des professeurs, Ben Jonathan, vous avez des professeurs efficaces en matière de l'environnement? Bien sûr, nous avons des professeurs efficaces. Je peux prendre par exemple le professeur de l'Université pédagogique nationale, professeur Jean-Pierre Moulumba. C'est un professeur qui essaie un peu moi personnellement, de me donner beaucoup de conseils à ce qui concerne la conscience environnementale, surtout en matière de la pollution plastique. Parce que c'est ce qui est vraiment très observable, très visible ici à Kinshasa. Et donc, je rappelle que le déchet plastique, c'est un déchet très persistant.
dans l'environnement. L'utilisation, c'est à court terme. Mais la persistance dans l'environnement, c'est des siècles. C'est des siècles. Ça prend vraiment de 100 à 500 ans dans l'environnement. Et vous comprenez qu'à chaque fois que nous accumulons ces genres de déchets dans notre environnement, nous nous exposons aux effets de la décomposition de ces déchets. Et en plus, s'il faut parler de l'accompagnement, là je vais revenir un peu. Vous avez parlé de l'accompagnement de nos autorités. Elles doivent nous accompagner. Parce que là, je rappelle qu'aujourd'hui, en ce qui concerne le changement climatique, il est question d'un concept qu'on appelle la résilience climatique. Alors la résilience climatique, c'est la capacité d'une population ou d'un pays à faire face aux effets néfastes du changement climatique. Mais il s'avère qu'ici, en RDC, nous n'avons pas de ressources. Nous n'avons pas des moyens nécessaires pour lutter contre les effets du changement climatique ou pour s'adapter en fait aux effets du changement climatique. D'où les pays pollueurs, les grands pollueurs, il a soulevé par exemple les États-Unis, la Chine. Alors ces pays doivent payer en fait les pertes et dommages dont la population de la RDC ou de tous les pays du Sud sont victimes. Vous voyez? Alors, la jeunesse congolaise, dans ce sens, doit encore une fois prendre conscience. Parce que c'est nous, la jeunesse, qui doivent hausser les tons, en commençant par nos autorités, en leur parlant des effets des changements climatiques sur nous. Et eux, maintenant, ils vont négocier avec la communauté internationale pour pouvoir chercher un financement, le financement climat, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, voilà un peu ce que je pourrais dire en ce qui concerne l'accompagnement. Parce que je rappelle que lors de la Wikiko qui s'est tenue le mois dernier à Yamoussoukro, il y a eu seulement une seule personne qui a représenté la RDC. Une seule personne. C'est qui est grave. C'est grave. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes. C'est grave. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent parler, qui sont aussi intelligents. Oui. Nous sommes intelligents. La jeunesse congolaise est très intelligente. Alors, en parlant des jeunes qui sont intelligents et autres, j'aimerais savoir, la faculté d'environnement a combien d'options? La faculté d'environnement, chez nous... chez vous à l'UPEN ou à l'UNIKIN, je sais pas. Chez nous à l'UPEN, l'environnement, c'est un département inclus parmi les autres départements dans la faculté des sciences. Vous voyez, donc c'est lui-même, l'environnement en lui-même, c'est un département, géographie, sciences de l'environnement. Et donc là, nous avons les filières, les différentes filières, par exemple l'aménagement urbain, donc aménagement, urbanisme et aménagement du territoire. Nous avons également l'environnement proprement dit. Donc nous avons ces deux filières-là pour l'instant. Et ça vous arrive d'avoir aussi autant d'étudiants dans cette faculté? Bien sûr que si. Et comment se fait-il qu'il n'y a eu qu'un seul jeune alors qu'il y a autant d'étudiants? Bon, il y a beaucoup... Apparemment, votre sensibilisation ne promet pas. Si, il faut persévérer. Donc, il n'y a pas que nous, il y a beaucoup d'autres mouvements. Nous sommes beaucoup plus aussi sur des réseaux sociaux. Il y a des groupes Gibin, Yungo et tous les restes. Alors, Lucien, que devons-nous faire pour limiter les effets du changement climatique? Voilà, merci beaucoup, Madame Sarah, pour des questions pertinentes. Déjà que c'est une question très sensible aujourd'hui. En fait, le climat, beaucoup de personnes en parlent avec légèreté. Mais si le climat n'est pas bon, avec le réchauffement climatique, on aura un problème de faim. Pourquoi même si on fait un tour dans la géographie agricole, pour avoir des bonnes récoltes, les climats aussi étaient facteurs déterminants pour l'agriculture. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il y a la sécheresse, il y a les déplacements forcés. Des personnes sont obligées de quitter leurs terres pour la recherche des pâturages. Il y a des pasteurs qui se déplacent avec leur bétail. Donc, les conséquences que peuvent générer le réchauffement climatique sont tellement drastiques. Alors, pour limiter les dégâts, moi, je partirai d'abord de l'éducation environnementale. Parce que le grand problème vient de là. Lorsque vous voyez un monsieur en costume, prendre peut-être sa bouteille de coca et il va jeter
dans la rue et il va jeter en plein boulevard. Aujourd'hui, si nous faisons un tour dans nos décharges publiques, on va voir les matières polluantes qui dominent, ce sont les plastiques. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une éducation. Lorsqu'il y a cette éducation, on sait où, comment et quand ou comment agir. Alors, pour limiter les dégâts, il y a les méthodes de réparation sont nombreuses. Par rapport peut-être à la COP 21 qui a eu lieu en France en 2015, parmi les objectifs clés, il en était question de réduire les émissions de carbone à l'échelle de 2 degrés. Oui. Il a parlé des financements que les grands poumons pollueurs étaient censés donner à la RDC ou à d'autres pays du Sud. Mais malheureusement, Madame Sarah, oui, il n'y a pas un monitoring. Il n'y a pas du sérieux. Lorsqu'il faut participer à ces assises, on n'est pas sérieux. Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux? C'est ça le grand problème. Et pour lutter contre ça, il faut encourager un comportement vert, comme il a dit, un comportement qui génère moins de matières polluantes, éviter l'énergie fossile. Le pétrole et tous ses dérivés qui en grande partie contiennent les CO2, éviter aussi les comportements des déforestation. Aujourd'hui, avec l'agriculture sur brûlis, où on voit les paysans en train de brûler pour fertiliser les sols, mais ça perturbe les bons fonctionnements des écosystèmes. Et il faut promouvoir aussi peut-être la création des forêts artificielles. Comme on a vers Ibi Village, il y a la plantation des acacias. Et en France, je vais vous faire rire, excusez-moi, lors du Covid-19, voilà, lors du Covid-21, 19 plutôt, il y avait un avantage qu'on a soulevé. Le fait que les gens étaient confinés dans leur maison, ça a permis de purifier l'air. Les gens n'utilisaient pas de véhicules. Si on a 500 véhicules, c'est-à-dire on a 500 tuyaux d'échappement, or, le carburant utilisé, il y a le plomb dedans. Donc, on peut favoriser le transport en commun. En lieu et place que chacun se promène avec son véhicule, les covoiturages, ce qu'on appelle en termes techniques, on peut utiliser les vélos et on peut utiliser aussi les biocarburants. On doit éviter dans l'agriculture intensive, par exemple, parce que la matière fécale des vaches contient le CH4, le méthane, le gaz méthane. Et on peut éviter aussi l'épandage agricole, c'est-à-dire l'utilisation des pesticides. Donc, il y a pas mal de solutions qu'on peut proposer. Mais face à cela, si on n'est pas formé, si on n'a pas la conscience environnementale, ça ne vaut pas la peine. Alors, face à cela, Ben Jonathan, qu'est-ce que vous suggérez au gouvernement? On va s'arrêter par là. Très bien. Alors, vous me demandez de suggérer au gouvernement en ce qui concerne la solution au changement climatique. Alors, j'aimerais compléter ce qu'a dit mon homologue, Lucien. Il a dit la RDC abrite le deuxième plus grand massif forestier au niveau mondial. Mais c'est par sa superficie. C'est le premier poumon mondial par la capacité de séquestration de carbone. Donc, s'il faut lutter contre le changement climatique au niveau international, il faut tenir compte des ressources dont dispose la RDC, notamment ses forêts. Vous voyez? Parce que c'est le premier poumon mondial, c'est le premier massif forestier qui séquestre les gaz à effet de serre venant du monde entier. On estime même que la pollution atmosphérique venant de la Chine nous parvient ici en RDC en seulement 10 jours. 10 jours. Et c'est séquestré par nos forêts, par les arbres. Alors, l'une des alternatives qu'on adopte pour lutter contre le changement climatique, c'est la transition énergétique. Alors la transition énergétique, il se fait que pour mener à bien cette transition, il faut encore recourir à la RDC. Pourquoi? Parce qu'il faut des matières premières pour fabriquer des voitures électriques. Nous avons ici le cobalt, nous avons le cobalt, nous avons l'étain, nous avons tout, nous avons il y a encore quoi cette matière? Donc nous avons tout ça ici en RDC pour pouvoir transiser énergétiquement. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? C'est de négocier avec la communauté internationale
en valorisant les ressources dont nous disposons. Nous avons besoin des financements. Nous avons besoin des financements. Ce que nous connaissons de la RDC en ce qui concerne les ressources dont elle dispose, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais la partie immergée est encore cachée. Pour lutter contre le changement climatique, nous avons des tourbières ici en RDC. Les tourbières sont des réservoirs de carbone. Donc, son bilan carbone est additionnel même par rapport à la capacité qu'ont les forêts à séquestrer le carbone. Donc, les tourbières stockent le carbone. Tout ça, on le retrouve ici en RDC. Donc, la RDC, en quelque sorte, c'est le premier pionnier en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique au niveau mondial. Donc, le gouvernement doit prendre cette conscience, valoriser les ressources, parce que nous pouvons exploiter nos ressources naturelles. Nous avons des blocs pétroliers qu'il faut exploiter pour nous développer, parce que nous avons besoin de nous développer. Mais nous avons pris cette conscience-là, nous préservons nos ressources pour ne pas... Vous voyez, même si on exploitait nos pétroles ici, ça n'aura pas un effet significatif sur le changement climatique. Parce que la pollution des grands pollueurs est vraiment significative par rapport à ce que peut faire la simple exploitation de nos blocs pétroliers. Parce que nous devons nous exploiter. S'ils ne veulent pas nous payer pour préserver, pour protéger nos ressources naturelles, eh bien, comme l'a dit le chef de l'État, le président de la République, lors de la 77e édition de l'Assemblée générale des Nations Unies, il a dit farouchement que nous devons exploiter nos ressources naturelles. Et il a même lancé l'appel d'offres à l'exploitation de ces 27 blocs pétroliers, 3 blocs gaziers découverts ici en RDC. Donc en bref, la RDC doit, le gouvernement bien entendu, doit encourager les jeunes qui sont conscients dans la lutte contre les changements climatiques et les envoyer. Je rappelle même que la raison pour laquelle les jeunes ne prennent pas part au grand rendez-vous, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Moi, je peux avoir la volonté de prendre part, par exemple, à la COP28 qui aura lieu ici très bientôt à Dubaï, mais il n'y a pas d'accompagnement. Où est-ce que j'aurai l'argent pour le billet? Où est-ce que j'aurai l'argent pour les logements? Où est-ce que j'aurai l'argent pour tout ça? Alors que je me forme en ce qui concerne le changement climatique, j'ai quand même d'informations, je peux parler, je peux représenter le pays, mais je serai accompagné par qui? Donc ils doivent aussi prendre conscience de cet aspect. Alors c'est très bien dit, merci beaucoup à Ben Jonathan et Lucien Moussingo. On a raison de dire que la RDC est un pays solution. Avec tout ce que nous avons entendu ici, on confirme carrément cette phrase qui dit que la RDC est un pays solution. Nous avons tous compris, madame, messieurs, comment s'y prendre pour limiter les effets du changement climatique. Alors, tout ce que j'aimerais vous dire, c'est tout simplement de voir loin. Voyons loin. C'était là votre émission, c'est ici qu'on en parle. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir, un nouvel invité, mais également une autre thématique. Portez-vous bien et bon week-end chez vous. Bye bye. Bye.